Madame, monsieur, bonjour, merci de vous intéresser à Kiné Vidéo. De quoi s'agit-il? Vous le savez, il s'agit d'un magazine de formation de haut niveau à domicile. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des numéros, vous pourrez vous constituer une vidéothèque de formation. Qui sommes-nous? Eh bien, il s'agit de l'association de professionnels kinésithérapeutes et de professionnels de l'image, journalistes et techniciens. Autour d'eux également, des groupes d'experts qui viendront alimenter les différentes rubriques que nous vous proposerons dans chacun de ces numéros. Alors Jean-Étienne, exemple tout de suite. Pour ce premier numéro, quel est le sommaire? Quelles sont ces rubriques? Eh bien donc dans ce premier numéro de Kiné Vidéo, le dossier principal sera consacré au genou. En effet, vous le savez tous, le genou est une articulation très sollicitée, souvent touchée et en tout cas passionnante à étudier. Alors pour mieux comprendre tous les mécanismes du genou, il faut d'abord bien connaître l'anatomie du genou. Aujourd'hui donc nous allons nous intéresser à l'anatomie osseuse et à l'anatomie ligamentaire du genou. Ensuite de quoi, nous irons sur les traces d'une sportive de haut niveau, d'une athlète sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Séoul, et nous verrons quel rôle les kinésithérapeutes peuvent jouer dans la préparation des sportifs de haut niveau. Enfin, côté travaux pratiques, nous vous proposerons également une démonstration d'une contention strapping de la cheville. Voilà donc résumé les grands dossiers que nous avons traités aujourd'hui dans Kiné Vidéo. Très bien. Alors, assez de bavardage. Tout de suite, le premier sujet, l'anatomie du genou, spécialement les pièces osseuses du genou. Les particularités anatomiques permettent de mieux comprendre la physiopathologie. Et ici, il s'agit d'étudier plus particulièrement l'articulation fémoro-tibiale. Elle unit l'extrémité inférieure du fémur à l'extrémité supérieure du tibia. Ici, on distingue très nettement la trochlée. Vu en enfilade, le versant externe apparaît plus large et plus saillant. Il empêche la rotule de se luxer en dehors, tandis que le versant interne est plus court. Les deux condyles, avec des axes divergents, sont séparés par l'échancrure intercondylienne qui permet de laisser la place nécessaire aux ligaments croisés. Le condyle externe apparaît avec son axe dirigé d'avant en arrière, tandis que l'axe du condyle interne, lui, est segmenté, présentant un aspect à pan coupé. Cet aspect à pan coupé permet au condyle interne de pivoter sur la glaine interne du tibia, alors que le condyle externe se déplace d'avant en arrière sur la glaine externe. À partir des pièces osseuses, on peut donc clairement observer que tous les éléments internes ont un rôle dans la stabilité, alors que les éléments externes du genou sont les facteurs de la mobilité. Enfin, dernier aspect à noter sur cette image, on remarque la présence des tubercules condyliens externes et internes que l'on retrouvera facilement sous la peau à la palpation. Mais surtout, c'est sur ces deux tubercules que viennent s'insérer les ligaments latéraux. Après l'extrémité inférieure du fémur, on descend maintenant vers l'extrémité supérieure du tibia. Dans ce plan vu de dessus, si on constate que les glaines tibiales sont concaves transversalement, une vue de profil fait ressortir la convexité de la glaine tibiale externe. C'est sur cette convexité de la glaine tibiale externe que viendra rouler et glisser le condyle fémoral externe, tandis que le ménisque vient jouer son rôle de pièce intercalaire. D'autre part, le cartilage remonte sur l'épine tibiale qui sert de butoir dans les mouvements latéraux des condyles. Par une vue interne de l'extrémité supérieure du tibia, on aperçoit très nettement, délimité par son aspect à angle droit, le repère radiologique du rebord postérieur de la glaine tibiale interne. On peut relever également une autre particularité. Cette glaine tibiale interne forme une légère cuvette dans laquelle se stabilise le condyle interne lors des mouvements du genou. Enfin, dans la gouttière située sur la face interne de la glaine, vient cheminer le tendon réfléchi du demi-membraneux.
Ne quittons pas le genou. Après l'anatomie osseuse, l'anatomie ligamentaire, ce sera le dossier principal de cette émission. Nous vous le disions en introduction, des experts viendront régulièrement dans cette émission vous présenter un certain nombre de sujets et vous apporter l'information, la formation de plus haut niveau, la plus performante. Ce sera le cas pour ce sujet, puisque le professeur Philippe Segal, chirurgien spécialiste du genou, a accepté de nous présenter, de vous présenter cette anatomie ligamentaire sur pièce de dissection. Pour mieux étudier le plan capsulo-ligamentaire, nous avons resséqué les masses musculaires, la longue portion du biceps en gardant simplement son insertion sur la tête du péroné. Nous avons resséqué le fascia lata en ne gardant que les insertions sur le tubercule de Gerdy. Le ligament latéral externe part du tubercule condylien externe, se dirige sur la tête du péroné. En avant du ligament latéral externe, on trouve les formations antéro-externes qui renforcent la capsule, englobent le ligament latéral externe et se dirigent vers l'insertion postérieure et supérieure du jumeau externe et de la coque condylienne externe. À la face postérieure du tibia, après avoir resséqué les muscles jumeaux externes et jumeaux internes, on découvre un muscle important à forme triangulaire inséré à la face postéro-supérieure du tibia. Ces fibres se dirigent obliquement en haut et en dehors pour se terminer sur un tendon qui va s'engager sous le complexe arqué poplité, c'est-à-dire sous les expansions du ligament latéral externe. Alors, le tendon du poplité naît à la face postéro-externe du tibia. Il se dirige oblique en haut et en avant et va se réfléchir sous la poulie formée par le ligament poplité arqué. Ce ligament poplité arqué naît de la face supérieure du péroné et se dirige vers la coque condylienne externe et la fabella. Le tendon du poplité que l'on découvre ici entre le ligament latéral externe et le tendon du ligament poplité arqué va traverser le mur méniscal externe, passer sous le ligament latéral externe et venir s'insérer en avant du ligament latéral externe sur le condyle externe. Au bord supérieur du tendon du poplité, on remarque des expansions fibreuses qui viennent s'insérer sur le ménisque externe et qui vont stabiliser la corne postérieure du ménisque externe. Lorsqu'on relève le tendon du jumeau interne, on découvre la coque condylienne interne avec quelquefois une fenêtre qui explique l'issue du liquide synovial dans un éventuel kyste poplité. On découvre le tendon du demi-membraneux qui possède classiquement 3 tendons d'insertion, un tendon direct au bord postéro-interne du tibia, un tendon réfléchi que nous verrons tout à l'heure avec la face interne du genou et un tendon récurrent qui se dirige obliquement sur la coque condylienne externe en direction de la fabella. À noter qu'il existe un ligament postérieur oblique qui va s'insérer sur la coque condylienne interne et sur le mur méniscal, qui est le ligament postérieur oblique décrit par M. Euxton. Pour mieux explorer la face interne, nous avons relevé les tendons de la patte doigt. On voit très bien à la face profonde
le droit interne, le demi-tendineux. On voit apparaître sous les tendons de la patte doigt les fibres basses du ligament latéral interne au bord postérieur et interne du tibia. Le ligament latéral interne va avoir ses insertions fémorales au niveau du tubercule condylien interne. Ce tubercule condylien interne est situé juste en dessous du tendon du troisième adducteur. Venant de la face postérieure, le tendon du demi-membraneux que nous avons vu à la face postérieure, et on distingue ici beaucoup mieux le ligament postérieur oblique de Euxton qui vient s'insérer sur la coque condylienne interne. Le point d'angle postéro-interne est défini par ce triangle au bord postérieur du ligament latéral interne et au bord antérieur de la coque condylienne interne. Les expansions de l'aileron rotulien interne ont été ici resséquées. Sur le genou en flexion, on découvre dans l'échancrure intercondylienne le pivot central. Il est constitué de deux gros ligaments. Le ligament croisé antéro-externe qui naît en avant sur le tibia au niveau de l'épine tibiale antéro-interne qui se dirige obliquement en haut et en dehors pour s'insérer à la face postérieure du versant axial du condyle externe. Le ligament croisé postérieur trouve son origine très en avant sur la face axiale du condyle interne et se dirige verticalement en arrière pour s'insérer à la face postérieure et médiane du tibia. Ces deux ligaments sont croisés dans les deux plans et vont pouvoir s'enrouler l'un sur l'autre. On voit ici l'insertion de la corne antérieure du ménisque externe, dont les insertions sont très intriquées avec le ligament croisé antérieur. Voilà, pour ce dossier volumineux et important, nous vous proposons maintenant d'aller prendre l'air un petit peu, de nous aérer à la rencontre d'une athlète de haut niveau, de très très haut niveau. Il s'agit de Françoise Bonnet, qui a été sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Séoul. Pourquoi ce sujet ? Eh bien parce que la pratique intense des sports entraîne des pathologies. Vous recevez tous dans vos cabinets des sportifs, de différents niveaux d'ailleurs, et la différence peut-être entre les athlètes de très haut niveau et les sportifs que vous rencontrez, c'est pour les premiers une meilleure préparation et surtout un meilleur suivi. Alors nous allons voir un petit peu comment travaille cette athlète, Françoise Bonnet, mais au fait, qui est Françoise Bonnet ? Pour faire connaissance avec Françoise Bonnet, mieux vaut avoir du souffle, car depuis 16 ans, elle court et collectionne titres et performances. Championne de France du 3000 et du marathon en 86, vainqueur du marathon de Montréal en 85, seconde de celui de New York en 87, à la dernière Coupe d'Europe, elle s'est classée 7e. Pour participer à de telles épreuves, cette femme de 31 ans doit s'astreindre à un entraînement rigoureux. Chaque jour, 2 heures de petite foulée matin et soir, des kilomètres et des kilomètres parcourus sous l'œil attentif de l'entraîneur. Et puis aussi, un programme complet d'étirements a été mis au point par un kinésithérapeute et l'entraîneur de Françoise Bonnet. Ainsi donc, le kinésithérapeute intervient de manière préventive dans la préparation de l'athlète afin d'éviter tout accident musculaire. Ces étirements ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de compléter l'échauffement cardiovasculaire du coureur à pied. Le coureur à pied met en mouvement son cœur, ses poumons, mais ses muscles ne s'échauffent pas
du fait de la course qui est lente. Alors on complète cet échauffement par des exercices d'étirement. Et le deuxième objectif de ces étirements, c'est un objectif de récupération. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, les muscles sont fatigués, sont pleins d'acide lactique, donc de déchets du métabolisme musculaire. Et il faut, si vous voulez, nettoyer le muscle, donc l'assouplir et l'étirer. Donc il faut à la fois donc entretenir les muscles, mais on a vu aussi que Françoise buvait beaucoup d'eau. Alors, quelle est la nécessité de récupérer comme ça en buvant de l'eau pour un athlète? C'est tout à fait exact. C'est un excellent moyen de bien récupérer, de mieux récupérer. Et le point important, c'est peut-être qu'il faut boire avant d'éprouver la soif. Il faut donc précéder le besoin. Et si vous voulez, le fait de boire nous amène à deux objectifs. Premièrement, c'est nettoyer le muscle et éviter par là même tous les problèmes de contracture et de tendinite. Et le deuxième point important, c'est surtout abaisser la température corporelle pour maintenir une bonne qualité de performance. Est-ce qu'il y a un secret pour bien réussir un marathon? Alors, je crois qu'il y a plusieurs secrets, il n'y a pas un seul secret. Je pense qu'il y a tout d'abord la volonté. Ensuite, la motivation, c'est-à-dire de pouvoir s'entraîner et aussi longtemps, aussi dur, parce que l'entraînement du marathon, c'est un entraînement qui est dur, qui est fastidieux. Et aussi, bon, il y a, comme je vous dis, le charme de l'épreuve, où tout peut arriver. Quelles sont les angoisses donc du coureur de fond? C'est vrai, comme vous dites, on a beaucoup d'angoisse. Et je crois personnellement, la première angoisse, c'est d'abord l'appréhension de la distance. 42 km, bon, c'est quand même une distance déjà assez longue. Et on se demande toujours si on va arriver au bout. Ensuite, la deuxième angoisse, c'est un problème peut-être physiologique. Disons qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut nous arriver. On peut avoir un accident. L'expérience a prouvé, dans mon cas personnel, que l'année dernière, j'ai eu un accident, une arcade sourcilière ouverte. J'ai eu des problèmes intestinaux cette année lors de la Coupe d'Europe. Donc vous voyez que tout peut arriver dans le marathon. Mais je crois que c'est le charme aussi de cette épreuve et qui fait que tant de gens ont envie de tenter le marathon. Comment se remet-on d'un marathon? La récupération est très très importante. D'abord, après le marathon, après l'épreuve, personnellement, j'observe une semaine sans courir. J'ai besoin de mettre les baskets au repos, si vous me permettez l'expression. Ensuite, après cette semaine de repos, je reprends l'entraînement très doucement, c'est-à-dire 4-5 séances de footing, doucement retrouver des sensations. Et j'observe aussi énormément de séances de kinésithérapie, donc d'étirement, de massage, de bains chauds, de façon à faire récupérer les muscles. Je crois que le mois après le marathon, on peut seulement envisager un entraînement normal. Mais 15 jours après le marathon, c'est encore trop tôt. Le marathon est une épreuve très dure physiologiquement, donc il faut récupérer de cette épreuve. Il y a 4 ans, à Los Angeles, le marathon féminin devenait discipline olympique. Depuis 2 ans, Françoise Bonnet s'était fixé Séoul comme objectif. En prenant la 14e place, Françoise s'est classée comme la meilleure des 3 Françaises participant à ce marathon. Aujourd'hui, elle se remet doucement de l'épreuve et bientôt, cette femme qui chose du 37,5 pourra à nouveau remettre ses baskets. Les chaussures sont le point essentiel du matériel du marathonien. Bon, personnellement, moi j'ai une pose de pied qui est très active au sol, donc je demande à mes chaussures de répondre à cette demande de pied actif au sol. Donc je demande qu'elles amortissent bien, qu'elles soient nerveuses, donc, c'est-à-dire qu'elles répondent bien à l'impact que mon pied pose au sol. Et je demande aussi qu'elle soit légère, parce qu'un marathon, c'est quand même 42 km. Et si vous courez avec des sabots, je peux vous dire que cela fait très lourd au niveau des jambes à la fin du marathon. Le massage aussi est un élément déterminant pour la préparation des sportifs de haut niveau. Et cela aussi bien avant qu'après la compétition. Les massages ont un rôle de récupération, de façon à assouplir les muscles, de façon à récupérer de toutes les contractures. Et ça permet aussi de courir plus longtemps et plus vite. L'idéal serait de se faire masser 2 à 3 fois par semaine. Mais personnellement, moi, ça m'est quand même difficile, parce que j'habite à la campagne. Et puis, en plus, il faut trouver un kinésithérapeute qui soit disponible pour masser. Parce qu'une séance de massage dure quand même 3/4 d'heure à 1 heure. Le kinésithérapeute fait donc partie intégrante de l'équipe médico-technique, aussi bien pour la préparation que lorsqu'il est amené à soigner une pathologie liée aux activités sportives.
Cette présence régulière fait qu'il s'établit une véritable relation psychologique entre l'athlète et le kiné. Voilà, et je crois qu'on peut remercier encore Françoise Bonnet d'avoir accepté la visite, la présence d'une de nos équipes juste avant les Jeux Olympiques. Sur ce plateau, un invité, ce sera le cas dans chaque émission, un ou plusieurs invités d'ailleurs. Paul Laurin, qui est un des vôtres, vous êtes, kinésithérapeute généraliste et vous travaillez en milieu rural. C'est exact. Hein, je suppose que dans ce cas, vous n'êtes pas le seul, fort heureusement. Ça représente combien à peu près dans la profession? 30 à 40% des professionnels exercent en milieu rural. Ah oui, quand même. Et je suppose que dans certains départements, c'est plus important encore. Absolument. Les départements ruraux, comme dans le centre, Bien sûr. La proportion peut au moins 60%, disons, parfois. D'accord. Alors, nous verrons dans un instant avec vous les problèmes de formation, comment vous les abordez et comment vous souhaitez les aborder dans l'avenir, formation continue. Mais avant cela, je vais me retourner vers Jean-Étienne. Pour une sélection, ce sera le cas également dans chaque émission, une sélection soit de livres, de revues ou encore d'articles de presse qui peuvent vous intéresser très directement. Alors, dans ce numéro, au sommaire, Jean-Étienne? Eh bien, tout d'abord, dans une revue professionnelle et très intéressante, Kinésithérapie scientifique, un excellent sujet, un excellent texte signé d'ailleurs de Christian Martin, qui traite des rapports entre les endorphines et les encéphalines avec la mise en œuvre de la massokinésithérapie. C'est un ouvrage très très bien fait et véritablement une véritable thèse d'ailleurs sur ce sujet. Un ouvrage scientifique également vient de paraître, il est signé du docteur Baudouin-Chironi et il s'intitule « Les pathologies de l'épaule ». Plus spécialement, il s'agit des diagnostics et des traitements par la méthode Cyriax. Alors la méthode Cyriax, bien sûr, tous les kinésithérapeutes la connaissent, mais l'avantage de ce livre-là, c'est que c'est une remise à jour de la méthode Cyriax, avec en plus dans cet ouvrage des textes courts et également de nombreux schémas et de nombreuses photographies qui viennent illustrer les propos du docteur Chironi. Je vous signale également la parution très récente d'un ouvrage signé Bernard Redondo, un ouvrage mixte, un ouvrage qui s'adresse aussi bien à vous, kinésithérapeutes, qu'à vos patients. Il s'intitule donc Gymnastique d'équilibre, entraînement au maintien corporel. C'est un ouvrage dans lequel vous pourrez puiser quelques informations. Vous pourrez aussi en conseiller la lecture donc à vos patients. Et puis, je vous signale également que s'est tenue récemment, c'était à la fin du mois d'août, l'Assemblée générale du comité permanent de liaison des kinésithérapeutes d'Europe. C'est un sujet très important car en effet, quel rôle devront jouer les kinésithérapeutes dans l'Europe de 1992? C'est d'ailleurs un sujet sur lequel nous reviendrons dans le prochain numéro de Kiné Vidéo. Absolument. Alors Paul Laurin, nous n'allons pas complètement ouvrir ce débat évidemment, mais 92, il faut bien l'évoquer en matière de formation notamment, oui. Puisque je suppose que depuis des années, bien sûr, vous vous formez, vous et vos collègues, mais est-ce qu'à l'approche d'une ère dont on ne sait pas très bien ce qu'elle sera, d'ailleurs avec peut-être des concurrences nouvelles, vous sentez un besoin un petit peu différent de formation? Les kinésithérapeutes français ont besoin de parfaire leur niveau et de garder le niveau actuel qui est très bon. Mais face à une éventuelle concurrence étrangère, il nous faut regarder au-delà des frontières et pratiquer et apprendre les techniques qui sont enseignées et pratiquées dans ces pays. Alors je suppose que l'un de vos problèmes, c'est que vous êtes très occupés les uns et les autres et vous n'avez pas beaucoup de temps par jour à consacrer à cette formation. Heureusement, pas beaucoup de temps et nous devons faire appel à des produits qui nous permettent de pouvoir travailler le soir, en dehors des séminaires et des stages que nous pratiquons tout de même. Et vous le disiez à l'instant, bon, une ouverture en quelque sorte vers les autres pays, mais aussi peut-être une ouverture vers d'autres disciplines qui sont périphériques à la kiné. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes par exemple très intéressés par les progrès, entre autres, de la chirurgie de la traumatologie, en chirurgie du sport. Et ce genre de documents que nous venons de voir, nous en sommes très demandeurs. Je suis très intéressé par ce type de documents parce que nous n'avons pas toujours l'occasion de sortir de nos cabinets pour voir ce type d'intervention. Mais c'est vrai qu'il est rare de pouvoir accéder d'abord dans une salle d'opération pour pouvoir assister à ce genre de... Là, nous sommes tout à fait demandeurs de ce type d'informations. Très bien. Alors, en matière de formation, là nous allons voir un autre sujet qui est, je dirais, plus directement lié à votre profession. Nous disions aussi tout à l'heure qu'en matière de formation, visualiser le geste était important. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant avec une contention strapping de la cheville. Cette contention a été réalisée par un spécialiste. C'est un kiné du sport qui travaille avec des professionnels de haut niveau, notamment des footballeurs, mais ce que vous allez voir est bien sûr applicable à chacun de vos patients, dans la mesure où qui peut le plus, peut le moins. Alors, ce strapping, démonstration tout de suite. Le principe de la contention strapping répond à deux objectifs, soit comme choix de traitement à la suite d'une entorse, soit à titre préventif sur une cheville instable, sans pour autant se priver d'activité physique ou sportive. Dans le cas présent, il s'agit d'un accident récent sur laxité chronique. La contention strapping intervient donc comme choix de traitement.
Sur cette cheville, qui présente une entorse tibio-tarsienne, on remarque le mouvement de tiroir astragalien antérieur, et puis aussi, on observe le déboîtement de l'arrière-pied en varus. Ces deux mouvements anormaux sont dus à la lésion ligamentaire, et d'ailleurs, les clichés radiologiques permettent de le constater sans aucune équivoque. Pour effectuer ce genre de contention strapping, il faut d'abord préparer la peau, c'est-à-dire raser et dégraisser à l'éther la zone qui sera bandée. Après cela, on commence par vaporiser un film protecteur de la peau qui renforce également le collage des bandes. Dans le cas présent, le kinésithérapeute a préféré procéder à un collage direct des bandes sur la peau afin d'obtenir un meilleur maintien de l'articulation. La contention pratiquée sur cette cheville a pour objet de limiter les déplacements de l'arrière-pied dans la pince bimalléolaire. Au départ, on place le pied à angle droit et on commence par coller une bande élastique sur la face interne de la cheville. On démarre en prenant appui sous la malléole et sur le calcanéum. Et on effectue un 8 avec la bande tout autour de l'articulation. On termine ainsi sur la face externe, empêchant le pied de partir en varus. Il faut bien évidemment doser la tension dans le sens du valgus. Avec les bandes collantes non élastiques, il va falloir rendre impossible le déboîtement articulaire. Comme précédemment, on démarre sur la face interne du calcanéum et on passe sous le talon. Arrivé sur la face externe, la tension sera ajustée dans un sens oblique vers l'avant, qui assure un meilleur maintien lors des mouvements de flexion plantaire. Le but étant de maintenir l'arrière-pied dans la pince bimalléolaire, l'expérience a prouvé qu'il n'était pas indispensable de remonter très haut les bandes collantes. Il est nécessaire de poser plusieurs bandes qui se recouvrent toutes partiellement et suivant l'activité autorisée, il est possible de poser plus ou moins de bandes. Il est donc nécessaire de maintenir cette articulation vers l'arrière et c'est dans ce but que l'on pose une bande en arrière de l'axe de flexion-extension de la tibio-tarsienne. Cette bande prend appui sur la partie basse du tendon d'Achille et empaume les faces latérales du calcanéum pour revenir se fixer au point de départ. D'autre part, le changement d'obliquité et l'utilisation d'une bande non élastique nécessitent un pli d'aisance. Enfin, cette dernière bande non élastique a pour rôle de limiter le tiroir astragalien antérieur. Le point de départ de cette bande est situé sur la face externe de l'arrière-pied, en évitant la base du 5e métatarse, dont la compression rendrait la marche douloureuse. La trajectoire de cette bande passe en avant de l'articulation tibio-tarsienne. Elle prend appui sur la malléole interne, puis sur le tendon d'Achille, pour revenir en avant de la malléole externe. Tout cela sans tendre la bande afin d'éviter de comprimer les gouttières rétromalléolaires. Bien sûr, on peut doubler cette bande lorsque c'est nécessaire. Sinon, il ne reste plus qu'à recouvrir complètement l'articulation en partant au-dessus des bandes non élastiques et en ne laissant aucune partie de la peau à l'air libre pour éviter la formation d'ampoules. Pour confirmer l'efficacité d'une telle méthode, de nouveaux clichés radiographiques pratiqués en position forcée permettent de constater qu'il n'y a pas de laxité de la cheville dès que celle-ci est sous contention strapping. Vous avez maintenant une idée un peu plus précise du contenu de cette émission et des émissions à venir. Pour être tout à fait complet, encore une information. Vous le savez peut-être, vous le connaissez peut-être, le service télématique Kinespace, qui lui aussi a été mis en place d'ailleurs par vos collègues, par vos confrères kinésithérapeutes. Pour les joindre, eh bien, tapez le 3616 KSP et sur ce Minitel, vous trouverez également toutes les informations concrètes, pratiques qui vous intéressent, les informations fournisseurs entre autres, et vous retrouverez Kiné Vidéo. Nous sommes maintenant tout à fait au terme de cette émission. Nous allons nous quitter pour cette fois, je l'espère, en vous rappelant le principe de Kiné Vidéo. Il s'agit de vous proposer, à partir de janvier 1989, un abonnement annuel de 4 cassettes, c'est-à-dire une cassette par trimestre, sur laquelle vous retrouverez toutes les rubriques d'aujourd'hui et bien d'autres encore. Et pour en retrouver d'autres, eh bien, nous comptons sur vous.
Nous comptons sur l'interactivité qui pourra se mettre en place entre nous. Écrivez-nous, vous allez voir l'adresse s'inscrire. Faites-nous connaître les sujets que vous voulez voir traités, les informations qui vous intéressent, les dossiers que vous souhaitez que nous développions, ou pourquoi pas, invitez-nous si vous avez quelque chose d'intéressant à nous présenter. L'adresse, vous allez la revoir à la fin de cette émission. Nous espérons tous nous retrouver dès janvier. Si cette émission vous a plu, et nous le souhaitons, faites-le savoir également autour de vous. Et puis, bien sûr, nous attendons vos abonnements. Et nous l'espérons encore une fois, rendez-vous janvier 1989.